Bienvenue dans cette nouvelle émission Zoom de TV Liberté, aujourd'hui consacrée à un grand penseur, un grand philosophe qui a été, ma foi, fort connu dans les années 70 pour son ouvrage intitulé La gnose de Princeton en particulier, et qui ensuite, malgré un certain nombre d'œuvres de grande qualité, est peu à peu tombé dans l'oubli. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de revenir sur son œuvre, sur son itinéraire, sur sa pensée, grâce à vous, Jacques Carbou, qui êtes vous-même philosophe. Vous avez enseigné cette discipline, en particulier en Amérique latine, mais vous avez été surtout l'élève de ce philosophe, donc hélas oublié aujourd'hui, mais de grand talent et de grande qualité, qui est Raymond Ruyère. Et à Raymond Ruyère, vous avez consacré un ouvrage, en particulier sur un des versants de sa pensée, qui est le versant, disons, social, politique au sens très large, ouvrage qui s'intitule « La critique sociale de Raymond Ruyère » aux éditions du Verbe haut. Alors, Jacques Carbou, avant d'essayer de mieux comprendre sa pensée sociale, pourriez-vous simplement essayer de nous présenter l'œuvre, la vie de Raymond Ruyère de manière très synthétique? Qui était-il? Oui. Eh bien, Raymond Ruyère est un philosophe lorrain, né dans les Vosges, à Plainfin, un petit village des Vosges. Et il va faire son école primaire dans les Vosges, le lycée d'Épinal, et il rentre, il réussit le concours de Normal Sup. Brillant sujet. Brillant, qui a été détecté très tôt par ses professeurs, ses maîtres, qui ont vu qu'il avait beaucoup de potentiel et qui ont facilité ce potentiel. On parle d'un temps où l'éducation nationale faisait son travail, c'est-à-dire de détecter les gens qui... Et donc il rentre à Normal Sup. Il étudie bien sûr la philosophie. Il n'en garde pas un souvenir vraiment mémorable. Dans son livre, le livre qu'il écrira bien plus tard, il est né en 1902, il meurt en 1987. Donc il est en plein dans le XXe siècle. En 1985, il publie des souvenirs, Ma famille alsacienne, ma vallée vosgienne, où il raconte que Normal Sup pour lui était un hôtel de luxe un peu. Mais il a travaillé seul, c'est-à-dire qu'il se moque un peu de certains de ses professeurs qui étaient des gloires à l'époque, Léon Brunswig, Georges Dumas en psychologie, et c'était des élèves de Durkheim. Célestin Bouglé qui à l'époque était si je me souviens bien, il était le directeur de l'école. Enfin, en tout cas, de grands maîtres de l'université. Des grands maîtres de l'université. Alors, sauf, dit-il, qu'on ne nous parlait pas de Freud, on ne nous parlait pas de Max Weber. Et lui va profiter de cet hôtel de luxe, comme il disait, c'était un hôtel, pour découvrir Cournot, qui là aussi, à l'époque, c'était loin d'être évident. Et puis Samuel Butler, alors ça il raconte, c'est un ami de Turne qui avait acheté la première traduction par Valéry Larbaud d'un livre de Samuel Butler, et il a lu tout ce qu'il pouvait lire de Samuel Butler. Ruyère lisait l'allemand, l'anglais, il était outre le français. Enfin. Alors, un des points assez étonnants et caractéristiques de l'œuvre de Raymond Ruyère et de son attitude, en fait, c'est qu'il était certes philosophe, donc agrégé de philosophie, docteur en philosophie, mais en même temps, il était très féru en matière scientifique, matière scientifique. C'est très rare d'avoir ces deux types d'intelligence-là. Et il en a joué, bien entendu, dans sa propre élaboration de pensée. Alors, comment s'articule ce goût et cette connaissance des sciences dites dures chez Raymond Ruyère, et puis sa pensée proprement philosophique? En fait, son idée, c'est qu'on ne peut pas philosopher sans tenir compte des données scientifiques. La philosophie doit tenir, surtout si on veut revenir à des thèmes, si on veut essayer de comprendre l'univers, comment tout cela fonctionne, l'univers, la vie, enfin les grands thèmes philosophiques. De ce point de vue-là, Ruyère dit lui-même, avoue lui-même, enfin il reconnaît, je m'inscris dans une tradition classique qui va d'Aristote, en passant par Descartes, mathématicien, Leibniz, tous ces grands philosophes
même Bergson, d'une certaine manière. Husserl, hein, Ou Husserl, oui, oui. Ouais. Et donc, il s'inscrit dans ce courant où la philosophie ne peut pas négliger la science. Contrairement à des gens comme Sartre, à l'époque, c'était l'existentialisme ne tient pas compte des données, on réfléchit. Et Ruyère avait une formule qu'il avait prise dans Cournot, on ne réfléchit pas en se tenant la tête à deux mains. C'est-à-dire il faut aller s'informer, aller chercher les données scientifiques les plus sérieuses si possible et aller directement à la source, aller lire les physiciens, les biologistes. Et c'est comme ça qu'on peut faire son miel, qu'on peut développer sa pensée philosophique, la réflexion philosophique. Alors justement, venons-en à sa réflexion, enfin à un versant de sa pensée philosophique, celui que vous avez étudié, puisqu'il se trouve donc, comme je le disais en introduction, que Ruyère a également développé une pensée critique, une pensée sociale critique. Oui. Pensée qui, en règle générale, en tout cas à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, est assez dévolue à la gauche et singulièrement à la gauche marxiste. Hein, c'est la critique évidemment de la domination, de l'exploitation, de l'aliénation. L'aliénation, oui. C'est pas du tout le cas de Raymond Ruyère. Oui. Le point de vue politique de Raymond Ruyère n'est pas du tout celui-ci. Non. C'est un point de vue opposé. Oui. Néanmoins, il va développer une critique sociale que vous étudiez donc de manière très minutieuse. Oui. Donc, quels sont les grands axes de la critique sociale menée par Raymond Ruyère? Alors, il va parler de sa critique sociale à partir des années de 69, enfin à partir de mai 68. C'est un déclencheur? C'est le déclencheur. Auparavant, quand vous lisez les livres dont il parle, il présente les livres anciens dans ses textes, il ne fait pas la distinction entre critique sociale et les textes philosophico-scientifiques ou la réflexion proprement philosophique. Oui. Il ne fait pas de distinction. À partir de 68, dans ses livres, et dans la gnose de Princeton, par exemple, quand vous avez la réédition... 1974. Hein, donc, 1974, la gnose de Princeton, il fait bien la distinction dans les livres qu'il a publiés à la fin, entre les livres qu'il met dans le courant américain, enfin donc des livres qui se rapportent à la physique, à l'astronomie, l'astrophysique, la chimie, la biologie, et la critique sociale. Ouais. Donc ce qui va déclencher, c'est mai 68. C'est-à-dire que le point de départ, est-ce que c'est tout simplement, puisqu'il était professeur à Nancy, il a été professeur de... Oui. Est-ce que c'est une réflexion qui est engagée aussi à partir de sa propre expérience de mai 68 ? Ou pas du tout? De ce qu'il a vécu éventuellement à Nancy? Ah oui, enfin, alors, oui, disons que son expérience va faire en sorte qu'il prend la parole. Il dit il ne peut pas accepter toutes les bêtises qui se disent. Enfin, il est obligé de répondre à toutes, entre autres, les gauchistes, l'extrême gauche. La pensée marxiste, qui est quasiment obligatoire à ce moment-là à l'université. Exactement. Donc, Ruyère était du côté de la liberté, c'est-à-dire de l'Occident, contre le communisme soviétique et chinois, cubain. Bon. Donc, il ne se faisait pas d'illusions là-dessus. C'était un défenseur de la liberté. En cela, il était proche de Raymond Aron. Oui. Et puis, il y avait la complicité des normaliens aussi. Bien sûr. Et il va donc développer cela, mais j'ai voulu montrer que la critique sociale ne naît pas elle a ses origines dès 1930, dès sa thèse complémentaire, où il s'interroge sur son petit texte sur l'humanité de l'avenir selon Cournot. Et il s'interroge sur l'humanité de l'avenir. Qu'est-ce qui fait que les sociétés, d'abord que nous puissions étudier les sociétés, comment elles évoluent, comment on peut essayer de prévoir l'évolution d'une société, et il s'appuie sur Cournot. Alors en deux mots, Cournot, oui. Antoine-Augustin Cournot, mathématicien, économiste, philosophe, historien, qui a écrit plusieurs ouvrages. Alors, en mathématiques. Alors, Cournot était connu à l'époque, et l'est encore, aux États-Unis pour ce qu'on appelait l'effet Cournot. C'est-à-dire qu'il avait essayé de c'est le premier qui a essayé de mathématiser les fonctions, l'économie, les fonctions économiques, entre l'offre et la demande, donc les monopoles, duopoles. Il analyse cela dans l'essai sur les théories des richesses. Il écrit cela donc au XIXe siècle, je ne me souviens plus de la date exactement, 1800. Ouais.
Mais il écrit aussi matérialisme, vitalisme, rationalisme. Les considérations sur la marche des événements dans le monde, qui sont un traité. C'est un livre fabuleux qu'on peut lire. Et c'est donc à partir de sa lecture de Cournot qu'il va commencer, lui, à envisager une prospective des sociétés occidentales. C'est ce que je pense, c'est ma lecture de sa thèse complémentaire. Et non seulement parce qu'il parle de l'humanité de l'avenir selon Cournot, et en 77, dans les 100 prochains siècles, qu'il présente comme une suite de la gnose de Princeton, moi je considère que c'est l'humanité de l'avenir selon Ruyère. C'est-à-dire que la boucle est bouclée, il fait le... Et alors comment peut-on définir cette prospective de Ruyère? Comment voit-il, à partir de Cournot éventuellement, et puis ensuite à partir de ses propres observations, comment voit-il la société de l'avenir? Alors, rapidement, disons, enfin, la thèse, il commente la thèse de Cournot qui est de dire les sociétés évoluent d'une forme organique, c'est-à-dire sont des sociétés qui reposent sur les instincts, sur les passions, sur une certaine forme de violence, de domination, justement. Il y a des guerres. Et au fur et à mesure que la civilisation se développe, les sociétés deviennent plus rationnelles. Elles deviennent plus compliquées, donc il faut les organiser. Et nous allons, dit Cournot, vers une société où c'est la rationalité qui va prendre le devant, le dessus. Les sociétés sont presque des organismes machines, pas des organismes vivants. Ce sont des machines, ça fonctionne. Et il faut connaître les lois de fonctionnement de la société. Et Cournot lui-même n'est pas dupe, enfin dans sa vision, il dit que ce sont des sociétés qui risquent d'être très ennuyeuses. Parce que l'homme va vivre à plat. Il va être... par exemple, Cournot, qui était un catholique assez... Ardent, oui, pratiquant, je ne sais pas. Mais enfin, il devait être... Cournot parle avec une sorte de regret dans le texte que l'homme du XXe siècle, du XXIe siècle, va perdre toute cette forme de religion, parce que dans la religion, il y a quelque chose d'organique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'instinct. Oui, il y a un élément passionnel. Et un élément passionnel. Et donc, à partir du moment où l'homme se débarrasse de ses passions, de ses instincts, il va vivre à la surface de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de profondeur ou plus de verticalité. C'est une manière de la part de Cournot, est-ce qu'on, si on utilise notre vocabulaire, est-ce que c'est une manière de dire que Cournot et Ruyère après lui ont vu la technicisation de nos sociétés, à la fois donc dans l'ordre matériel et puis aussi dans l'ordre administratif et bureaucratique. Cette rationalité qui est mise en œuvre à peu près partout correspond-elle à la technicisation que nous connaissons aujourd'hui? Alors, Cournot, certainement. Cournot voit ça parce que, comme dit Ruyère, il écrit à l'époque où se développent les chemins de fer, les machines, enfin c'est en pleine révolution industrielle. Il est le témoin, il assiste à la révolution industrielle. Ruyère aussi, parce que Ruyère est intéressé par la technique. La technique l'intéresse dans la mesure où, dit-il, la technique, ça prolonge nos bras, normalement. L'homme devient un petit peu mieux contrôler les choses. Même éviter les travaux pénibles grâce aux machines, donc il voit d'un assez bon œil. Il n'a pas il s'effraie pas devant les menaces de la technique. Sauf que il commence à percevoir, mais ça c'est à la fin, disons dans les années 70-80, là il commence à percevoir les dangers de la technique. Il dira à plusieurs reprises que parce que notre organisme, on est plein de techniques, il va dire, techniques vitales, enfin vivantes. Mais vivantes. Nous avons des techniques en nous. Sauf que dans ce monde qui devient de plus en plus technique, nous utilisons la technique, mais nous ne savons plus comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il dit, on utilise des voitures. Ruyère n'avait pas de voiture. Il n'a jamais eu. Il vivait une vie assez modeste, assez austère. Mais il dit. Et lui savait comment fonctionnait une voiture. Mais il dit la plupart des gens qui conduisent des voitures ne savent pas comment fonctionne le moteur à explosion. Ils n'ont aucune idée de la manière dont tout ça, dont le moteur est constitué. Vous ouvrez votre réfrigérateur, vous n'avez aucune idée de comment se produit le froid. Donc, il dit, on vit dans la technique et on ne comprend plus la technique. On ne maîtrise plus. Parce qu'on n'a pas fait l'effort
Ce qu'a fait Ruyère, lui il était passionné par la technique, mais en même temps, il en voyait les limites. Ouais. Hein, en 1958, il va écrire un article important qui s'appelle « Les limites du progrès humain », article dans lequel il va corriger ses premières impressions sur Cournot. D'accord. Il dit que Cournot s'est trompé en prévoyant une humanité mécanisée, ouais. rationalisée, donc une machine. Il dit non, l'humanité va rester organique. Les sociétés vont rester organiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas éliminé, c'est pas parce que c'est le règne de la raison qu'annonçaient les Lumières, c'est pas parce que la raison va dominer dans le fonctionnement social, on va tout compter, on va tout calculer, que on aura mis de côté les instincts, les pulsions, les passions, les choses comme ça. Il dit non, ça là Cournot s'est trompé, dit-il. Ouais, c'est inhérent à l'humanité, ce versant passionnel et vivant, cette vie vivante. La vie, oui. La critique de Ruyère également est axée, alors peut-être là c'est la seconde période plutôt, donc l'après 68. Ruyère, vous l'avez dit, mort en 1987, donc il a traversé absolument toutes les périodes d'exaltation idéologique de l'université française, américaine et européenne. Voilà. Lui s'inscrit en faux contre ces engouements. Totalement. Voilà. Alors quel est son jugement? Comment réagit-il à l'endroit de ces grandes modes qu'ont été le structuralisme, le freudisme, l'existentialisme, le marxisme? Quelle est sa position d'universitaire, j'imagine assez isolée? Quel type de critique va-t-il formuler, pour le coup, à l'endroit de ces modes de domination en l'occurrence. De propagande, c'est des idéologies. Ruyère prend ça avec incompréhension. Enfin, il se dit... comment de telles bêtises peuvent intéresser les gens? Enfin, comment ça peut susciter autant d'engouement parce qu'on est dans le délire, on est dans des choses totalement ineptes. Ouais. Bon. Donc ça, c'est sa première observation. Je veux dire, à partir de mai 68, donc il va écrire ensuite les nuisances idéologiques, où là, il dresse un catalogue de toutes les idéologies dont certaines... sont encore là. Il dénonce, par exemple, le pédagogisme. Il dit, dans tout pédagogue, il y a un démagogue. Ouais, pour lui, les nouvelles matières, enfin tout ce qui va se mettre en œuvre après mai 68, où on va abandonner les fondamentaux de l'éducation nationale, de l'éducation, les méthodes syllabiques, même pour les mathématiques, Ruyère dit, mais ça peut pas durer. Les gens vont reprendre un petit peu de bon sens. D'ailleurs, il plaide pour le bon sens. Plaidoyer pour le bon sens. Faut revenir si vous voulez, les pieds sur terre. Faut arrêter de rêver, de sortir. Bon, c'est drôle un instant. Hein, Ruyère s'était intéressé aux utopies. Bon, on peut s'intéresser un instant, mais faut revenir au sens du réel, parce que sinon, on risque de connaître des déboires que nous connaissons actuellement. Bien sûr. C'est-à-dire que Ruyère est aussi donc un adversaire radical de ce que l'on a appelé la déconstruction, de ce moment philosophique, en particulier avec Foucault, Derrida, Deleuze, où l'on va s'appliquer à détruire de manière méthodique tout l'édifice métaphysique et conséquemment politique occidental. Oui, il avait quelques têtes de Turc, mais il ne prêtait pas beaucoup d'importance à cela, ce en quoi il aurait dû... mais il pensait que ces réfutations étaient suffisantes, ce qui n'a pas suffi. Alors, par exemple, il a démonté, il y a eu des modes, la mode de Baudrillard sur la société de consommation, ou sur d'autres. Marshall McLuhan, qui avait sorti des choses assez ineptes sur le village global, le média, le message, c'est le média. Enfin, oui, le médium et le message. Le médium et le message. Bon, donc il montre les limites de tout cela, en disant que ça mérite pas beaucoup de peine, parce que c'est un peu dérisoire. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que toutes ces idées, la French Theory, va partir aux États-Unis, et elle nous revient depuis 20 ans avec les faits américains, c'est-à-dire qu'on est complètement à genoux devant la théorie du genre, ces choses-là. L'idéologie woke, tout ça, Ruyère l'a pensé en quelque sorte, alors, il l'a vu venir. Il l'a vu venir, mais il s'est dit, c'est pas possible. Le bon sens, c'est pas possible, le bon sens va prévaloir. On ne va pas rester dans ces bêtises et on va continuer à travailler, à être un petit peu plus...
Et malheureusement, non. Mais son dernier livre de critique sociale, qui est en 1977, Le sceptique résolu, d'ailleurs, il se fait l'avocat d'un scepticisme vis-à-vis de toutes ces théories qui ne valent pas la peine, qui sont des pseudo-théories, soit des idéologies ou des pseudo-théories. Et ça ne vaut même pas la peine de passer 1 heure à examiner, à lire tout ça, tellement c'est ridicule. Quel type d'argument donne Raymond Ruyère pour lutter contre ces dérives qu'il n'a pas toutes vues, évidemment, mais enfin, il était bien conscient des racines qui allaient, à partir desquelles ces illuminations, ces pseudo-illuminations allaient surgir. Quels arguments donne Ruyère pour lutter contre? Il y a une notion importante, celle de voûte sociale. Enfin, il est attaché à aux conditions de possibilité de préservation d'une société, de la société. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, une société, il y a des traditions, on ne vient pas, il n'y a pas de page blanche, on n'arrive pas comme ça dans un monde où tout est à faire, où on peut changer la société. En 80, il se moque du slogan de Mitterrand, des partis socialistes, changer la société. Et il dit, avant de changer la société, il faut commencer par l'aimer. Et donc... il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle existe, qu'il y ait une société, et il faut l'apprécier. Mais changer la société, il dit à quoi bon? Enfin, alors, il y a eu quelques voix aussi qui ont été un peu dans ce sens-là de Ruyère, mais qui ont été vite étouffées, ou selon les techniques bien connues, si on ne parle pas d'un philosophe, il n'existe pas. Donc on ne tient pas compte de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. Et ce qu'il propose, c'est que les sociétés évoluent, mais on doit rester dans les traditions. Il se présente comme un conservateur intelligent. Oui. C'est-à-dire intelligent, pourquoi? Parce que moi je me suis demandé, est-ce que c'est un pléonasme ou un oxymore de parler de conservateur intelligent? Parce que il dit, il y a des traditions qui sont peut-être inutiles, il y a des choses qu'on peut mettre de côté, mais dans l'ensemble, il faut garder les traditions, même les tabous, des choses, le sens du sacré, des symboles. Ça n'est pas dérisoire. Ça parle aux gens. Ça demande. Les gens ont besoin de ça. Ça, c'est le résultat de ce qu'il appelle les nourritures psychiques. C'est un concept qu'il a développé, qu'il a travaillé pendant 20 ans. Et ce qui nourrit l'âme et la vie des êtres de manière humble, mais inévitable si on veut avoir une vie digne de ce nom. Exactement. Il distingue les nourritures alimentaires, donc physiques, il faut manger pour alimenter le corps. Les nourritures spirituelles, pour lui, c'est lire un traité de mathématiques ou de physique, ou s'informer sur la théorie de la relativité, ou un texte religieux. On est dans la nourriture spirituelle. Oui, de l'esprit. Mais il dit, il y a les nourritures psychiques. Et il donne un exemple assez parlant. Vous allez lire un traité de botanique. Vous allez apprendre la naissance, l'arbre, comment il évolue, mais ça ne remplacera pas une promenade en forêt. Donc la promenade en forêt, c'est la nourriture psychique. La nourriture spirituelle, c'est j'étudie la botanique, les traités ou la biologie. Mais la nourriture psychique, c'est autre chose. La nourriture psychique repose sur des choses qui alimentent l'esprit, comme marcher dans une rue commerçante, où on regarde, on est attiré. C'est pas du divertissement, c'est pas du spectacle à la Debord. On est quelque chose qui nourrit, on a besoin de la présence des autres. Prendre un café à la terrasse d'un café et voir passer les passants, parler, échanger les vœux de bonne année chaque année, c'est les vœux, les formules de politesse. Je suis présent, tu es présent, c'est reconnaître la présence de l'autre. Ça, c'est de la nourriture psychique. On se nourrit mutuellement. Ce sont des formes de rituels sociaux. Exactement. Et donc, ceux qui vont déconstruire, tous ceux qui soupçonnent, derrière les formules de politesse, il y a de l'hypocrisie sociale. Tout ça. Regardez, mais non, c'est une erreur. On a besoin des formules de politesse. On peut critiquer l'hypocrisie sociale, mais il faut savoir s'arrêter un moment. Il y a de l'hypocrisie sociale, c'est vrai. Bien sûr. Mais il y a un moment où ce n'est plus de l'hypocrisie sociale, c'est de la nourriture psychique. Et donc, il va parler d'un snobisme. Pour lui, c'est un snobisme. Et il catégorise beaucoup les
les gauchistes, en parlant, eux, ils sont les adeptes du snobisme des valeurs négatives. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est négatif et puis on s'en sert. On le valorise. On le valorise, oui. Et regarde, c'est dérisoire. Enfin, les pauvres, ils ne savent pas où ils vont. Ils font semblant d'exister comme ça. Et l'on s'achemine vers une forme de dissociété, comme dira un autre philosophe, Marcel de Corte, oui. un peu plus, de manière d'ailleurs assez parallèle, du point de vue du temps. Jacques Carbou, ça passe très très vite, un Zoom, nous le savons. Merci beaucoup de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous avoir fait découvrir, mais d'une manière très très rapide, cet esprit brillant, iconoclaste à certains égards. On a parlé de son scepticisme, on a parlé aussi de son sourire et de ce que son érudition, de son humour et de ce que son érudition pouvait avoir de profond. Donc, pour découvrir Raymond Ruyère et sa pensée, donc le livre de Jacques Carbou, La critique sociale de Raymond Ruyère aux éditions du Verbe Haut. Merci beaucoup, Jacques Carbou. Merci.